Bonjour, nous recevons aujourd'hui les artistes Sandy Flinto et Pierrick Grobetti du collectif Eddie 28. Donc, merci d'être ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors moi je suis Sandy Flinto et je viens du domaine des arts visuels et du théâtre. Moi je suis Pierrick Grobetti, donc je viens du domaine du sonore, autant instrumental que ingénieur du son. En tant qu'artiste, est-ce que vous avez été souvent amené à réaliser des projets de EAC? Peut-être Pierrick? Oui, alors la pratique de AC chez moi elle a commencé déjà à l'école, dans le sens où j'étais percussionniste et déjà à l'école secondaire j'avais monté un groupe avec des copains et dans le cadre de l'école ils nous avaient mis à disposition une salle, on avait travaillé pendant 1 an et on avait montré ça à la fête de l'école. Voilà. Et ça je dirais que c'est le premier endroit où le AC a pu exister dans ma vie. Et ensuite, ça m'a suivi tout le temps. Dans ma pratique professionnelle, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec divers publics handicapés, enfants à l'école, enfin personnes en situation de handicap, des élèves de tout âge, et puis aussi dans l'éducation et l'environnement, où j'ai créé une sorte d'approche sensorielle de la nature par le son, comprendre un environnement en l'écoutant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi dans des maisons relais ou des centres de vacances, mais aussi dans le cadre scolaire. Voilà. Et après, ma pratique, elle a continué justement avec la compagnie. D'accord, peut-être on va y revenir dans un second temps. Sandy, comment toi ça c'est venu dans ta pratique? C'est pas venu immédiatement parce que en fait j'avais fait des études d'art et je voulais faire des projets artistiques et je me voyais pas du tout du côté de la pédagogie, etc. Donc en fait au début aussi on me disait c'est un bon pôle économique, il faut y aller, et je voyais pas du tout l'intérêt de ça, d'utiliser ça pour avoir un pôle économique, mais ensuite est arrivé un déclic au niveau de ça, et quand j'ai vu un sens, c'est là où ça a commencé. Et j'aime beaucoup travailler avec les adolescents qui ont un peu plus de difficultés à l'école ou qui sont en décrochage scolaire, des jeunes adultes un peu paumés. Je dirais ça comme ça parce que peut-être moi-même à un moment donné j'étais un peu paumée, et puis c'est quand même, ils peuvent déjà comprendre beaucoup, j'ai pas besoin de beaucoup adapter quelque chose à eux, mais juste prendre un peu plus de temps d'explication, etc., et aussi avoir des retours de leur part qui sont très intéressants, et ça me permet aussi de comprendre la société et aussi la société de demain, parce que ce sera très vite les citoyens de demain, voilà. Donc je suis arrivée plus tard que Pierrick à ça, mais on s'est rejoints, et aussi à travers les projets qu'on a fait en commun ensuite. Tu parles de déclic en fait, tu peux nous raconter un peu comment c'est venu? Oui, je pense les premières expériences, c'était des bords de plateau. Donc on montrait une pièce et ensuite on faisait un bord de plateau avec les jeunes. Je crois que la première c'était à Nîmes, et on a eu un lycée agricole qui est venu. Donc les élèves qui sont, on nous l'a vendu comme ça, le plus éloigné de la culture, qui doivent faire cette pratique parce qu'après ils seront complètement hors de ce système-là. Et en fait, on leur avait laissé le choix, c'est rester pour le bord de plateau ou pas, et ils sont tous restés. Et on a discuté pendant plus qu'1 heure. Et là, je me suis rendu compte de l'importance en fait que ça avait, et aussi de la qualité des échanges. Ensuite, nous, on ne fait pas de pièces pour enfants ou jeunes publics, mais on pense que la médiation, elle est importante. En fait, comment on prépare les jeunes à venir voir. Et du coup, là, on a créé un projet qui s'appelle Transmission, où on rencontre les professeurs, parce qu'eux, parfois, ils sont un peu effrayés quand ils ne savent pas trop ce qu'on va faire. Ensuite, on rencontre les élèves, mais on leur explique plutôt des thématiques qui seront abordées dans la pièce sans leur expliquer la pièce. Ensuite, ils viennent voir la pièce, on va faire un bord de plateau, ils peuvent poser des questions, etc. Aussi rencontrer les autres artistes du plateau, voir les parcours de chacun, ce qui les intéresse beaucoup, qu'il y a plein de chemins alternatifs possibles. Et en dernier truc, si les profs ou l'école le permet, il y a des workshops des différentes disciplines.
Et donc à travers ça, on a développé un peu un savoir-faire ou un savoir communiquer avec eux aussi. Mais en fait, ça fait longtemps que vous faites de l'EAC. Alors, en fait, la première expérience qu'on a eue avec le collectif, c'était avec Article 13, une pièce sur la migration. Et on avait trouvé des classes pour venir voir la pièce, mais on n'avait pas trouvé de théâtre ou de lieu pour nous accueillir. Donc on a monté un théâtre dans l'école. On a dit ok, on monte le théâtre dans l'école et on fait une représentation devant les élèves. Et on a eu, je sais plus, 120 élèves, je crois, dans la journée. Donc on s'est dit ok, ça c'est faisable, on peut monter un théâtre dans une... Voilà. Et ça marche. Et on a discuté avec les élèves et c'était très intéressant. Notamment parce qu'on s'est rendu compte, c'est la première fois qu'on s'est rendu compte que trouver un lien avec les élèves, ça pouvait être assez facile. Par exemple, sur la migration, tous les ados d'aujourd'hui portent des vêtements qui sont fabriqués par des personnes en situation irrégulière. Donc, tout de suite, on arrive à trouver un point qui est vraiment qui les engage, en fait. Voilà. Après, on a monté un projet Ecological Anxiety Disorder sur la migration, sur la pollution marine. Et là, c'est là qu'on a monté le fameux projet de transmission que Sandy a décrit après. Ça, c'était 2019-2020. Après, on s'est dit, tiens, au lieu de nous apporter quelque chose aux élèves, dans le sens où on monte un concept et on leur explique pour des clés de compréhension pour la pièce, on va les utiliser, entre guillemets, comme un public qui nous donne de la ressource conceptuelle et réelle pour concevoir un projet. Et là, on a fait le projet Eschmars, de Terre Rouge en Terre Rouge, qui était le projet de la capitale européenne de la culture. Et du coup, on est allé dans les classes et l'idée, c'était d'avoir vraiment un échange ouvert et de récolter la parole des élèves. On a fait ça aussi dans des maisons de retraite, donc des élèves, des publics familles, plein de publics comme ça. Et c'était une forme d'éducation à l'EAC, mais qu'on pourrait appeler ça par la pédagogie de projet. Donc c'est eux qui donnent leur avis, qui font des échanges, des débats entre eux, et nous on est là juste pour récolter la parole. Et c'est ce qui nous a permis de créer notre exposition à la fin. Voilà. Et là, les dernières choses qu'on a fait, donc c'est résidence en milieu scolaire, donc c'est créer un environnement de création pour une création à nous. Donc là, c'était une création scénique, mais par contre dans un environnement de l'école, en s'appuyant sur les élèves pour nous aider à faire la recherche, ou bien pour leur apporter des éléments, leur montrer comment on travaille et créer un endroit d'échange dans le lycée. Voilà. De ce que j'entends, toutes vos actions de AC ne se ressemblent pas. À chaque projet, il y a une particularité. Comment ça se décide, ça ? Comment ce lien avec l'école, ça se décide ? C'est vous qui le décidez ? C'est les profs ? C'est l'école ? Non, c'est nous. C'est la même chose que quand on fait une création. À chaque fois, on va réfléchir comment on va mener la recherche, chaque recherche elle est différente parce que le projet nécessite une recherche différente et là c'est exactement la même chose. C'est vraiment dépendant du projet. Est-ce qu'on va plutôt arriver avec des thématiques, on va discuter des thématiques en amont pour qu'après ils puissent comprendre le projet par eux-mêmes. Donc on leur prémâche pas ce qu'ils doivent comprendre, mais on les informe des différents éléments et après ils verront eux comment nous on a traduit ça. Et je pense aussi important ce que disait Pierrick, quand on a récolté leurs paroles pour l'utiliser, il y a une traduction artistique qui est faite par nous. On ne va jamais utiliser du matériel brut ou des choses comme ça. C'est pas notre manière de travailler. Ça peut exister, mais ça passe toujours à travers une inspiration, un point de départ ou une transformation en fait. De ce que j'entends également, en fait, le travail avec l'EAC ou le travail avec les écoles est vraiment très imbriqué avec votre démarche artistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les apports de l'EAC dans votre pratique artistique ? Alors, juste pour rebondir sur ta question, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne développe pas des projets d'EAC en dehors d'un projet artistique. Pour nous, le point d'ancrage central, c'est l'œuvre. Et le fait qu'on y intègre d'autres publics, une école ou quoi, ça doit servir à l'œuvre en fait. Et
on va pas faire des projets où les jeunes seront exposés sur scène. Voilà. Ils vont servir à une œuvre professionnelle qui vont être traduites. Donc je rebondis sur ce que disait Sandy. Voilà. Quels sont pour vous les apports de l'EAC dans votre pratique artistique ? Oui, je pense que ça part du fait qu'on a fait d'abord des bords de plateau autour de pièces ou de travail artistique qu'on fait, et on s'est rendu compte que on ne connaît pas ce public, en fait, du tout. Quand on a fait la résidence au milieu scolaire, on a commencé à comprendre un peu comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, etc. Et je pense que c'est intéressant de ne pas rester juste dans notre bulle artistique, entouré de nos potes artistes, et de penser que tout cet écosystème fonctionne comme ça, mais d'aller vraiment sur le terrain et de récolter aussi la parole ou la réflexion d'autres, de comprendre quels sont les points qui sont importants pour eux, par exemple, autour d'une thématique. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très inspirant. On sait des endroits où on ne serait pas allé, parce que nous, on irait ailleurs. Donc, ailleurs, on peut toujours y aller, parce que ça fait partie de notre pratique. Mais là, on rajoute quelque chose. Je ne sais pas si je me suis fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ce sont des endroits où on ne serait pas allé, nous on irait ailleurs? Est-ce que tu peux peut-être donner des exemples? Oui, par exemple, moi j'ai pas d'enfants, donc tout le milieu des jeunes ne fait pas du tout partie de mon écosystème. J'ai pas d'échange particulier avec des jeunes dans ma journée, en fait. Je travaille avec des adultes qui ont à peu près mon âge ou qui sont aussi dans le domaine artistique. Quand je vais faire du sport, c'est avec des adultes aussi. Et un peu, quand je vais au théâtre, c'est aussi avec des adultes. Donc, en fait, c'est toute une partie de la société à laquelle j'aurais pas accès ou très peu accès, si ce n'est pas que je vais faire un projet dans une école ou que j'échange avec eux et que je pose des questions et que je commence à comprendre quels sont les éléments qui les animent ou les points de réflexion qu'ils ont. Je peux lire des choses théoriques sur comment ils fonctionnent, mais là j'ai une vraie confrontation. Et eux aussi, justement, dans le public que j'aime, c'est ceux qui sont un peu moins bons élèves, je dirais, parce qu'il y a tout de suite une réponse. Ça les intéresse, ils font avec. Ça les intéresse pas, ils font pas avec. Et parfois, même si ça les intéresse, ils font pas avec. Ça, c'est une autre problématique. mais voilà, donc, je sais pas si après, notre travail s'intéresse vraiment aux problématiques de la société contemporaine. Et du coup, voilà, d'être dans un autre milieu que notre milieu de la vie courante, ça nous donne une autre vision de ce que sont ces problématiques ou comment elles sont traitées. Voilà. Après, pour nous, la culture, c'est des lieux d'échange. Donc le théâtre, le musée, tous ces endroits sont des lieux d'échange, soit à travers l'œuvre, soit à travers des bords de plateau ou des conversations. Et du coup, l'école offre un nouveau lieu d'échange. Voilà. Et ça, pour nous, c'est important de diversifier au maximum ces lieux d'échange et de confronter au maximum les publics aux œuvres. Oui, c'est ça. Et ça vous donne des nouvelles idées pour d'autres créations, par exemple? Ou ça ne va pas jusqu'à là? Ça pourrait. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, mais pour l'instant, je ne crois pas que ce soit arrivé. Ouais. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une idée. Parce que les idées de dire oui, on fait ça, ça émerge jamais de rien. Donc, en fait, c'est la vie qui va les donner. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas arrivé. Autant frontalement, en tout cas. Et pour les enfants, alors, l'apport de l'EAC, c'est quoi? Les enfants ou les jeunes qui ont travaillé avec vous? Le feedback, en tout cas des profs, c'est que ça apporte une cohésion au sein du groupe des élèves et aussi qu'ils les voient différemment. Ils interagissent différemment avec nous, qu'ils interagissent avec leurs profs de maths ou leurs profs de français, etc. Aussi, je pense qu'il n'y a pas de système on va t'évaluer. On essaye toujours de ne pas mettre ce point d'évaluation dedans où ils peuvent échouer, ça fait partie du truc, ils peuvent expérimenter, ce que je trouve très important. Si on expérimente dans certaines branches de l'école, c'est peut-être un peu moins bien. Mais
Aussi, ils voient qu'il y a beaucoup de voies différentes. Aussi, les artistes avec lesquels on arrive, ils ont tous des parcours très différents, pas très linéaires non plus. Et ça, c'est quelque chose qui on a l'impression qui les intéresse, d'avoir des modes de vie alternatifs, mais tout en ayant quand même une rigueur et tout en étant quand même dans le système, en quelque sorte. Et ils n'ont pas beaucoup de modèles, ils voient beaucoup leurs parents ou leurs profs. Ça, c'est les deux grands pôles qu'ils ont. Souvent des parents qui sont aussi en difficulté. Les jeunes en décrochage, ça vient rarement de nulle part. Et les profs qui, eux, font partie un peu d'une société un peu plus élevée que nous, je dirais, au niveau financier, en tout cas. Et que du coup là ils ont un troisième modèle, je dirais. Après, oui, je pense qu'il y a directement au niveau pédagogique pour l'école, ça permet de mettre en pratique. Par exemple, si on fait un atelier d'écriture, ça permet vraiment d'avoir une mise en pratique de quoi ça sert d'apprendre à écrire. Voilà, c'est aussi bête, mais ça permet de comprendre pourquoi on apprend certaines choses, des maths ou bien l'écriture. Voilà. Ça, c'est, je pense, un apport direct pour les professeurs, d'amener de l'intérêt à faire les choses, à apprendre des choses. Et vous pouvez nous raconter une expérience qui a été particulièrement marquante pour vous en termes d'éducation artistique et culturelle ? Je crois qu'on a la même. Ok, non, tu veux attaquer ? Non, vas-y. Ok, j'y vais. Quand on a fait Eschmars, c'était le projet qu'on a fait pour la capitale européenne de la culture, qui se faisait en 3-4 périodes. D'abord, on interviewait 40 scientifiques, après on a interviewé la population et après on a créé une exposition avec ces informations récoltées. Ça, c'était, je crois que c'était un des plus grands moments que moi j'ai vécu là. Donc on a fait Eschmars et on va au lycée Nick Beaver, Mathias Adams à Differdange. Et du coup, auprès du public, on avait développé des sortes de rencontres-débats. Et là, on arrive dans une classe à Differdange. Je rajouterais juste une phrase, pardon. Le projet est tourné autour de la colonisation de l'espace et des utopies sociétales. Et donc, à l'intérieur de ça, on avait différentes thématiques, on avait des cartes, et on tirait une carte, et les gens, ils devaient débattre autour de ce sujet. Et là, on arrive dans l'école, et ils devaient créer une nouvelle société. Quelle serait une autre société qu'ils créeraient s'ils avaient le libre choix d'en créer une. Voilà. Donc là, on arrive dans la classe, on installe nos micros, voilà, parce qu'on faisait que de la récolte sonore. On met les élèves en rond et il y avait beaucoup de personnes issues de l'immigration, des jeunes filles qui étaient voilées. Voilà, je dis ça parce que c'est important après. Et la première question, c'est ok, maintenant on fait table rase, on est une nouvelle société et du coup, comment on décide des choses, quel système démocratique on fait. Et la première jeune fille, elle lève la main et elle dit il faut demander à ma maman parce qu'elle sait ce qui est bon pour moi. Ok, bon. Et le deuxième, c'est un garçon qui lève la main qui dit au fait, il faut demander à Dieu parce que c'est lui qui sait ce qui est bon. Voilà. Et du coup, là, on a tout de suite rebondi, puis on a posé la question à une autre fille en disant ok, est-ce que toi, tu es d'accord que sa maman, elle décide pour toi ? Ah ben non. Ok, et est-ce que tout le monde est d'accord que Dieu décide ? Parce que Dieu décide, donc on s'appuie sur quoi ? Le Coran, voilà. Sur quel livre on s'appuie pour prendre ces décisions-là ? Et là, ça a commencé à discuter, vraiment, entre eux. Et puis on rebondissait toujours pour dire « Ah, mais est-ce que toi, tu es d'accord de ça ? Non, je ne suis pas d'accord et tout. » Et à la fin, ils ont fini par créer un système où il y avait plusieurs chambres qui étaient classées par âge, parce qu'ils disaient que chaque génération a besoin d'être représentée pour prendre des décisions pour la société qui est bonne pour sa tranche d'âge. Donc ils voulaient faire une chambre avec des personnes âgées, une chambre avec des personnes 40-50 ans, 20-30 et des adolescents, en gros. Et des enfants. Ouais. Voilà. Et chaque chambre trouvait les décisions et après on trouvait des solutions communes à toutes ces tranches d'âge pour que la société elle soit cohérente et qu'elle fonctionne. Et de vivre ça en 1h30, de passer de Dieu et ma maman à
un système démocratique qui pourrait être super intéressant, au moins en termes expérimental, et ben c'était vraiment incroyable pour nous. Et eux, ils sont arrivés à ça. Nous, on n'avait rien pondu d'avance, on ne savait pas où aller. Voilà. Mais alors, vous êtes sortis avec ça, et qu'est-ce que vous en avez fait alors ? Alors, on est sorti avec ça et plein d'autres interviews. Donc, tout ça est entré dans une banque de données avec des étiquettes. Et les artistes qui ont travaillé, qui ont fait 8 œuvres originales, du coup, ils ont dû se baser sur la banque de données. Donc, ils pouvaient écouter un scientifique qui parlait du même sujet ou des gens de la population qui étaient interviewés autour du même sujet. Et après, au niveau des artistes, c'était très différent. Il y avait ceux qui décidaient d'abord d'écouter la population parce que c'est ça qui est important. Et pour d'autres, c'était on écoute d'abord les scientifiques et après on complète avec qu'est-ce qu'ils pensent les gens autour de ça. Donc les artistes, ils étaient complètement libres de choisir qu'est-ce qu'ils vont écouter. De toute façon, c'était pas possible d'écouter tout. Il fallait choisir un sujet et ensuite aller chercher là dans la banque de données. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, j'ai l'impression. C'est un beau moment, en tout cas, dans votre... Mais c'était incroyable. Et alors, donc, l'éducation artistique et culturelle, on en parle beaucoup en ce moment au Luxembourg. Avez-vous un point de vue sur l'EAC au Luxembourg ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment ? Comment vous décririez la situation de l'EAC au Luxembourg ? Je partirais déjà ce qu'il y a de bien, c'est que c'est en développement. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de possibles, beaucoup d'ouvertures possibles, beaucoup d'expérimentations possibles. Après, je pense qu'on a un très grand retard et ça se voit aujourd'hui dans les théâtres qui ne sont pas très fréquentés. Ça ne fait pas partie d'une pratique, la pratique culturelle ne fait pas souvent partie vraiment de la vie des gens. Donc, et le chemin, il sera, à mon avis, long. Donc, si aujourd'hui on commence à mettre en place beaucoup plus d'éducation artistique et culturelle dans les écoles, la répercussion, elle sera visible dans 10-15 ans. Et donc, je pense que c'est important de commencer et puis d'essayer plein de choses différentes, plein de projets différents aussi. Je dirais que il y a deux choses. Il y a une chose qui commence vraiment à exister au Luxembourg, c'est la pratique artistique au sein de l'école. Donc faire du théâtre, faire de la danse, faire des choses comme ça. Et après, il y a une deuxième chose qui est la pratique culturelle dans le sens où je vais voir des spectacles, où je suis confronté à des œuvres finies. Et ça existe encore, j'ai l'impression, pas trop. Voilà. Alors qu'il y a des pays où c'est obligatoire d'aller voir des pièces, tant de pièces par an, ou d'aller voir des musées. Et là, on a deux approches différentes et qui auront deux résultats différents. C'est pas parce qu'on fait de la peinture qu'on va aller au Mudam voir des œuvres. Voilà. Et l'inverse aussi existe. Hein. Voilà, donc il y a deux endroits, je pense, sur lesquels il faut travailler. Un qui est déjà bien en action et un autre qui, de notre point de vue, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'intérêt à l'EAC, on l'entend clairement quand on vous entend parler de vos expériences et de votre travail. Alors, une question pour finir cette interview, l'EAC, ça va sauver le monde ? Bien sûr. Non, mais ça peut en tout cas, oui, je pense, mais ça va en tout cas le rendre plus digeste. Voilà. Alors oui, ça apporte la culture, l'art, ça apporte de la joie, ça apporte de belles choses, ça apporte le fait de vivre ensemble un événement commun, ça fait faire société, parce qu'après on a une vision commune où on a un débat au moins sur des choses qu'on a vécues en même temps. Et ça pour nous c'est important. La culture en général, on pense que c'est un des piliers de la société. Et les piliers de la société, ils s'apprennent aussi à l'école. Donc forcément, on a un intérêt majeur avec ça, pour ça.